Je logeais en garni à la route de Hampstead, 17 Potter's Terrace. Bon. Le soir même du jour où j'avais reçu ma promesse d'emploi, je fumais un cigare, le cœur en paix, lorsque la propriétaire monta dans ma chambre avec une carte de visite sur laquelle je lus « Arthur Pinner, agent financier ». Je n'avais jamais entendu parler de ce Pinner et je me demandais bien ce qu'il pouvait me vouloir. Mais naturellement, je le fis monter. Le voilà qui entre, taille moyenne, cheveux bruns, yeux noirs, barbe noire, avec un je ne sais quoi d'un peu juif dans le nez. Il a des manières vives, il parle bref, comme un monsieur qui connaît la valeur du temps. Monsieur Holbycroft, je crois? Oui, monsieur, je lui avance une chaise. Vous étiez récemment chez Coxon and Woodhouse? Oui, monsieur. Et engagé maintenant par Mawson? Exact. Bon, fit-il. Voilà, j'ai entendu quelque histoire peu banale sur vos capacités financières. Vous vous rappelez par cœur le directeur de Coxon? Il était intarissable à votre sujet. Évidemment, j'étais bien aise de l'entendre. Au bureau, j'avais toujours bien travaillé, mais je n'aurais jamais cru que dans la City, on parlait autant de moi. Vous avez une bonne mémoire, me demanda-t-il. Assez, dis-je modestement. Êtes-vous demeuré en contact avec la bourse pendant que vous n'avez pas travaillé? Oui, tous les matins, je lis la cote des valeurs. Voilà qui dénote une réelle application, s'écria-t-il. Voilà comment on s'enrichit. Vous ne m'en voudrez pas si je vous mets à l'épreuve, n'est-ce pas? À combien aujourd'hui le Ayrshire? 105 contre 105, un quart. Et le consolidé de Nouvelle-Zélande? 104. Et les Broken Hills anglaises? 7 contre 7 et 6. Merveilleux, s'exclama-t-il en levant les bras. Exactement ce que j'aurais répondu. Mon garçon... Ah, mon garçon, vous êtes trop calé pour prendre une place d'employé chez Mawson. Cette explosion m'étonne. Comment pouvez-vous le penser? Parfois, dis-je à M. Pinner, d'autres gens ne m'apprécient pas autant que vous. J'ai dû me bagarrer dur avant de trouver ce job et je suis rudement content de l'avoir obtenu. Pouf, mon cher, vous devriez voler plus haut, voyons, vous n'êtes pas dans votre vraie sphère. Moi, ce que je vous offre est peu de choses par rapport à vos capacités, mais par rapport à ce que vous offre Mawson, c'est le jour à côté de la nuit. Dites-moi, quand vous présentez-vous chez Mawson? Lundi. Ah, je parierais bien une petite somme que vous n'irez pas chez Mawson. Pas chez Mawson? Non, monsieur. Lundi, vous serez directeur commercial de la quincaillerie Franco-Midland SARL, qui groupe 134 succursales dans les villes et villages de France, sans compter celle de Bruxelles et San Remo. Oh, j'en ai le souffle coupé. Je murmure, mais je n'en ai jamais entendu parler. Rien d'étonnant, tout cela a été tenu très secret. Le capital a été entièrement souscrit par des particuliers. C'est une trop bonne affaire pour y admettre le public. Mon frère Harry Pinner en est l'animateur et l'administrateur délégué. Il savait que j'étais dans le bain et il m'a demandé de lui trouver un brave type pas cher, c'est-à-dire un homme jeune, actif, plein de mordant, d'énergie. Parker m'a parlé de vous, voilà pourquoi je suis ici ce soir. Nous ne pouvons vous offrir qu'un salaire de misère, 500 livres pour débuter. Je hurle, 500 livres par an? Seulement pour commencer. Mais vous aurez une commission de 1% sur toutes les affaires enlevées par vos agents. Et vous pouvez me croire, cette commission doublera votre salaire. Mais je ne connais rien à la quincaillerie. Mon garçon, vous vous y connaissez en chiffres. J'ai des bourdonnements dans la tête. Je voudrais bien rester calme et tranquille sur ma chaise, mais c'est difficile. Soudain, un petit frisson de doute me chatouille. Il faut que je sois franc avec vous, lui dis-je. Mawson ne m'offrait que 200 livres, mais Mawson est une affaire sérieuse, sûre. En réalité, je sais si peu de choses sur votre société que... Ah, parfait, bravo, s'écria-t-il dans une sorte d'extase. Vous êtes exactement l'homme qu'il nous faut. On ne vous la fait pas à vous, hein. Et vous avez bien raison. Tenez, voici un billet de 100 livres. Si vous pensez que nous pouvons nous entendre, vous n'avez qu'à le glisser dans votre poche. Ce sera une avance sur votre salaire. Oh, c'est fort généreux de votre part, dis-je. Quand dois-je débuter dans mon nouvel emploi? Soyez à Birmingham demain, à 1h. J'ai dans ma poche une lettre que vous remettrez à mon frère. Vous le trouverez au 126 B Corporation Street, où sont situés les bureaux provisoires de la société. Naturellement, c'est lui qui vous confirmera votre engagement, mais entre nous, l'affaire est conclue. Ah, vraiment?
Je ne sais comment exprimer ma gratitude, monsieur Pinner, lui dis-je. Pas du tout, mon garçon. Vous n'avez que ce que vous méritez. Ah, il y a une ou deux choses de simple formalité que je voudrais régler avec vous. Avez-vous une feuille de papier ici? Écrivez. Je, sous-signé, déclare accepter les fonctions de directeur commercial à la société de quincaillerie Franco-Midland contre des appointements minima de 500 livres. Je fais ce qu'il me demande et il met le papier dans sa poche. Encore un autre détail, reprend-il. Qu'avez-vous l'intention de faire avec Mawson? Dans ma joie, j'avais complètement oublié Mawson. Je vais écrire une lettre de démission. Voilà précisément ce que je ne veux pas. Figurez-vous que je me suis disputé à propos de vous avec le directeur de Mawson. J'étais monté lui parler de vous et il a été très désagréable, insultant même. Il m'a accusé de vouloir vous embobliner pour vous faire quitter sa firme. À la fin, j'ai presque perdu mon sang-froid et je lui ai lancé « Si vous voulez de bons employés, il faut les payer un bon prix ». Il m'a répondu « Il préférait avoir notre petit salaire plutôt que le vôtre ». Et moi j'ai répondu « Je vous parie 5 livres que lorsqu'il aura écouté mes offres, vous n'entendrez plus jamais parler de lui ». Il m'a dit « Tenu, nous l'avons ramassé dans le ruisseau, il ne nous lâchera pas de sitôt ». Voilà ses propres paroles. L'impudent coquin. Jamais je ne l'ai vu de ma vie. D'ailleurs, pourquoi m'occuperais-je de lui? Si vous préférez que je ne lui écrive pas, certainement je ne lui écrirai pas. Bien, voilà qui est promis, me dit-il en se levant de sa chaise. Eh bien, je suis ravi d'avoir déniché pour mon frère quelqu'un d'aussi intelligent. Voici votre avance de 100 livres et voici la lettre. Prenez note de l'adresse, 126 B Corporation Street, et souvenez-vous de l'heure de votre rendez-vous. Demain à 1h. La nuit, je vous souhaite de gagner tout l'argent que vous méritez. Voilà tout ce qui s'est passé entre nous, si mes souvenirs sont exacts. Vous imaginez, Dr. Watson, comme j'étais content d'une chance aussi peu ordinaire. Je passais la moitié de la nuit à remuer tout ça dans ma tête, et le lendemain, je partis pour Birmingham par un train qui me laissait suffisamment de temps pour arriver à l'heure. Je déposai mes affaires dans un hôtel de New Street, et je me rendis à l'adresse indiquée. J'étais en avance d'un quart d'heure, mais je me dis que ça n'avait pas d'importance. Le 126B était un couloir entre deux grandes boutiques qui menaient à un escalier de pierre en colimaçon, sur lequel ouvraient de nombreux appartements loués en guise de bureaux à des sociétés ou à des membres des professions libérales. Les noms des locataires étaient badigeonnés sur un tableau, mais je ne vis pas le nom de la SARL Franco-Midland de quincaillerie. Je demeurais interdit. J'en avais le corps gros comme une montagne, je me demandais si toute cette affaire n'était pas une mystification. Et puis un homme survint et m'adressa la parole. Il ressemblait beaucoup au type que j'avais vu la veille au soir. Il avait la même voix, la même silhouette, mais il était imberbe et ses cheveux étaient plus clairs. « Seriez-vous monsieur Hall Pycroft » me demanda-t-il. « Oui. »« Ah, je vous attendais, mais vous êtes un peu en avance. J'ai reçu ce matin une lettre de mon frère. Il me chante vos louanges. » J'étais en train de chercher vos bureaux. Nous n'avons pas encore notre nom inscrit ici, car ce n'est que la semaine dernière que nous avons pu nous procurer ces locaux provisoires. Venez avec moi, nous allons parler de l'affaire. Je le suis jusqu'en haut d'un escalier, sous les ardoises. Là, 2 petites pièces vides et poussiéreuses, sans tapis et sans rideaux, dans lesquelles il me pousse. Moi, j'avais pensé à un grand bureau avec des tables étincelantes, des employés rangés derrière comme j'y étais habitué. Alors je regarde plutôt interloqué, 2 chaises branlantes et une petite table qui, avec un registre et une corbeille à papier, composait tout l'ameublement. « Ne vous découragez pas, monsieur Pycroft », s'écrie ma nouvelle connaissance en voyant la tête que je faisais. « Rome ne s'est pas construit en un jour. Nous avons beaucoup d'argent derrière nous, quoique nous ne fassions pas énormément des pâtes dans nos bureaux. Allons, asseyez-vous et donnez-moi votre lettre. » Je la lui donne, il la lit très soigneusement. « Vous semblez avoir produit une très forte impression sur mon frère Arthur, dit-il, en reposant la lettre. Alors, je le connais bien, il a le jugement sain. Certes, il ne jure que par Londres et moi par Birmingham. Toutefois, en cette occasion, je suivrai son avis. Veuillez vous considérer comme définitivement engagé. Qu'aurais-je à faire? Vous aménagerez bientôt notre grand dépôt de Paris qui va déverser un flot de faïences et de poteries anglaises dans les magasins de nos 134 agents de France. L'achat sera seulement effectué dans 1 semaine. D'ici là, vous resterez à Birmingham et vous vous rendrez utile.
En quoi faisant? Pour toute réponse, voilà qu'il prend dans un tiroir un gros livre rouge. « Ceci est le bottin, me dit-il. Le bottin est la liste des habitants de Paris. Leur profession est inscrite après le nom. Je voudrais que vous emportiez ce livre chez vous et que vous releviez le nom de tous les quincailliers avec leurs adresses. Cela me servira beaucoup d'avoir cette liste. » Mais sûrement, il en existe déjà dans les annuaires, non? On ne peut pas se fier à eux. Leur système est différent du nôtre. Mettez-vous là-dessus et venez m'apporter vos listes lundi prochain à midi. Au revoir, monsieur Pycroft. Si vous continuez à montrer du zèle et de l'intelligence, vous trouverez que la société est un bon patron. Je rentre à l'hôtel avec sous le bras le gros livre rouge et dans le cœur des sentiments fort contradictoires. D'un côté, je suis définitivement engagé et j'ai 100 livres en poche. De l'autre, l'aspect des bureaux, l'absence du nom sur le tableau et d'autres détails qui auraient frappé un homme d'affaires m'ont fâcheusement impressionné sur la situation de mes employeurs. Mais après tout, j'ai mon argent, advienne que pourra. Je m'attelle donc à ma tâche. Tout le dimanche, je demeure penché au-dessus du bottin et le lundi, je n'en suis arrivé qu'à la lettre H. Je retourne chez mon patron, je le retrouve dans la même pièce vide et il me dit de continuer jusqu'au bout et de revenir mercredi. Mercredi, je n'ai pas encore terminé, je travaille d'arrache-pied jusqu'à vendredi, c'est-à-dire hier. Alors j'apporte mon travail à monsieur Harry Pinner. « Je vous remercie beaucoup, me dit-il. Je crains d'avoir sous-estimé les difficultés de cette tâche. Vous avez fait là un travail qui me sera d'un secours matériel considérable. Et qui m'a pris du temps. Maintenant, reprend-il, je vais vous demander de me dresser la liste des maisons d'ameublement, car elles vendent toutes de la quincaillerie. Très bien. Venez demain soir à 7h pour me dire où vous en serez. Ne vous surmenez pas. 2 heures de music-hall dans la soirée ne vous feront pas de mal après tous vos travaux. Me voilà qui se met à rire tout en me parlant, et j'aperçois, non sans sursauter, que sa deuxième dent du côté gauche a un très vilain plombage en or. Sherlock Holmes se frotta les mains avec ravissement, tandis que moi je contemplais avec ahurissement notre client. Oui, oui. Vous avez raison de paraître sidéré, Dr. Watson, me dit-il. Mais pourtant c'est ainsi. Quand j'avais causé avec l'autre type à Londres, il avait ri à l'idée que je n'irais pas chez Mawson. Et j'avais remarqué que sa dent était plombée. Très exactement comme celle que j'ai vue hier. Vous comprenez? Le reflet de l'or, dans les 2 cas, fixa mon attention. Quand je réfléchis que la voix et la silhouette étaient les mêmes, et que les seules caractéristiques qui différaient pouvaient provenir d'un coup de rasoir ou d'une perruque, je me dis que c'était certainement un seul et même homme. Bien sûr, on comprend que 2 frères se ressemblent, mais pas au point d'avoir la même dent plombée de la même façon. Il me congédia, et je me retrouvai dans la rue, ne sachant pas trop si je marchais sur la tête ou sur les talons. Je revins à mon hôtel, me plongeai la tête dans l'eau froide et essayai de penser. Pourquoi m'avait-il envoyé de Londres à Birmingham? Pourquoi était-il arrivé à Birmingham avant moi? Pourquoi s'était-il écrit une lettre à lui-même? C'est trop de problèmes pour ma tête, je n'y comprenais rien. Et soudain l'idée me traversa que ce qui était pour moi noir comme la nuit pouvait être clair comme le jour pour monsieur Sherlock Holmes. J'ai juste eu le temps de prendre le train de nuit, de le voir ce matin, et de vous ramener tous 2 à Birmingham. Lorsque l'employé de l'agent de change eut terminé le récit de sa surprenante aventure, il y eut un instant de silence. Puis Sherlock Holmes m'adressa un clin d'œil et s'adossa au coussin avec la figure à la fois satisfaite et critique d'un connaisseur qui vient de s'humecter le palais avec un grand cru de l'année. Pas mal, Watson, n'est-ce pas? Il y a dans cette affaire certains détails qui me plaisent. Je pense que vous conviendrez avec moi qu'un entretien avec M. Harry Pinner au siège provisoire de la Franco-Midland ne manquerait pas de piquant pour nous 2. Mais comment pourrons-nous? Demandai-je. Oh, rien de plus facile, s'exclama joyeusement Hall Pycroft. Vous êtes 2 de mes amis qui cherchaient un emploi. Quoi de plus normal que je vous présente à l'administrateur délégué? Mais bien sûr, d'accord, fit Holmes. Je voudrais voir de près ce personnage et tenter de percer son petit jeu. Quelle qualité, mon ami, possédez-vous donc pour que vos services soient si hautement évalués? Ou serait-il possible que... Il se mit à se ronger les ongles et à regarder obstinément par la portière. Nous n'obtînmes pas plus de 2 ou 3 paroles de lui avant notre arrivée dans New Street.
À 7 heures, ce soir-là, nous déambulions tous les trois dans Corporation Street vers les bureaux de la société. Ce n'est pas la peine d'arriver en avance, nous expliqua notre client. Il ne vient là que pour me voir apparemment, car les lieux sont inoccupés jusqu'à l'heure fixée pour notre rendez-vous. Ah, voilà qui est suggestif, observa Holmes. Je vous l'avais bien dit, s'exclama subitement l'employé de banque. Le voici qui marche devant nous. Il nous désigna un homme plutôt petit, blond, bien habillé, qui se hâtait sur l'autre trottoir. Tandis que nous le surveillions, il regardait du côté d'un gamin qui hurlait les titres de la dernière édition du journal du soir, s'élança au milieu des voitures et des autobus pour en acheter un. Puis, le journal dans une main, il disparut par une porte. C'est là. Il monte au bureau de la société. Venez avec moi. Je vais tout régler du plus facilement du monde. Nous grimpâmes 5 étages à sa suite. Notre client frappa à une porte entr'ouverte. Entrez. Nous nous trouvâmes alors dans la pièce nue et vide qui nous avait été décrite. Devant la table unique était assis l'homme que nous avions aperçu dans la rue. Le journal du soir était étalé sous ses yeux. Quand il leva la tête, il me sembla que je n'avais jamais vu de visage portant autant de signes d'accablement et de quelque chose au-delà de l'accablement, d'une horreur telle que peu de gens en éprouvent au cours de leur existence. Son front était luisant de sueur, ses joues avaient la couleur blanchâtre d'un ventre de poisson, dans ses yeux brillait un sauvage regard fixe. Il regarda son employé comme s'il ne le reconnaissait plus, et je constatai, après l'étonnement qu'exprimait la figure de notre guide, que cette contenance n'était pas du tout celle à laquelle il l'avait habitué. « Vous paraissez souffrant, monsieur Pinner, » s'exclama-t-il. Oui, je ne me sens pas très bien, répondit l'autre en faisant des efforts évidents pour se ressaisir. Il passa sa langue sur ses lèvres avant de demander. Quels sont ces messieurs que vous avez amenés avec vous? L'un est monsieur Harris de Bermondsey et l'autre monsieur Price de cette ville, annonça notre employé avec aisance. Ce sont 2 amis à moi, des hommes d'expérience, mais ils sont chômeurs depuis quelque temps et ils espéraient que peut-être vous pourriez utiliser leurs capacités dans la société. Bien possible, fit M. Pinner avec un sourire affreux à voir. Oui, nous pourrons sans doute faire quelque chose pour vous. Quelle est votre spécialité, monsieur Harris? Je suis comptable, répondit Holmes. Ah, nous aurons justement besoin d'un teneur de livres. Et vous, monsieur Price? Employé de bureau, répondis-je. Et j'ai tout lieu d'espérer que la société pourra vous engager. Je vous le ferai savoir dès que nous serons entrés dans la voie des décisions. Et maintenant, je vous prie de me laisser. Pour l'amour de Dieu, laissez-moi seul. Ces derniers mots avaient jailli de sa bouche comme si la contrainte qu'il avait visiblement exercée sur lui-même avait brusquement volé en éclats. Holmes et moi échangeâmes un regard, et Hall Pycroft fit un pas vers la table. « Vous oubliez, monsieur Pinner, que vous m'avez donné rendez-vous ici pour que je reçoive vos instructions. »« Certainement, monsieur Pycroft, certainement. » répondit l'autre d'une voix plus calme. « Vous pouvez attendre un moment, et il n'y a pas de raison pour que vos amis n'attendent pas avec vous. Je serai tout à fait à votre disposition dans 3 minutes, si tant est que je puisse abuser de votre patience jusque-là. » Il se leva avec un air très courtois, s'inclina en passant devant nous, ouvrit une porte située à l'autre bout du bureau et la referma derrière lui. « Qu'est-ce que cela veut dire » chuchota Holmes. « Va-t-il nous filer entre les doigts ?»« Impossible. » « Et pourquoi ?»« Cette porte donne sur une pièce intérieure. »« Sans issue ?»« Sans autre issue que la porte. »« Est-elle meublée ?»« Hier, elle était vide. »« Alors que peut-il y faire ? Quelque chose m'échappe dans cette affaire. Si jamais un homme a été aux 3/4 fou de terreur, c'est bien Pinner. Qu'est-ce qui a bien pu lui donner la tremblote ?»« Il a pensé que nous étions des policiers, dis-je. »« C'est sûr. » Holmes secoua la tête. « Il n'est pas devenu blême. Il était blême quand nous sommes entrés. Il est possible que... » Sa phrase fut interrompue par un toc, toc, assez fort qui venait de la porte intérieure. « Pourquoi diable frappe-t-il à sa propre porte ?» cria l'employé. À nouveau et beaucoup plus fort retentit le toc, toc, toc. Cette porte fermée commençait à nous énerver. Je me tournai vers Holmes et je vis sa figure se figer tandis qu'il se penchait en avant avec une excitation intense. Puis soudain, nous entendîmes une sorte de gargouillement et un vif tambourinage sur du bois. Holmes bondit comme un forcené à travers la pièce et poussa sur la porte. Elle était assujettie de l'intérieur. Ensemble, nous pesâmes dessus de toute notre force, de tout notre poids. Une charnière sauta, puis une autre, enfin la porte céda. Nous nous élançâmes par-dessus les débris. La pièce était vide. Notre embarras ne dura qu'une seconde. Dans un angle, l'angle le plus proche du bureau où nous avions attendu, il y avait une deuxième porte. Holmes sauta, l'ouvrit. Par terre gisait une veste et un gilet. Un crochet fixé derrière la porte était pendu, avec ses propres bretelles autour du cou, l'administrateur délégué de la société de quincaillerie Franco-Midland.
Il avait les genoux remontés, la tête qui faisait un angle atroce avec le reste du corps. Le battement de ses talons contre la porte avait été le bruit qui avait interrompu notre conversation. En un instant, je l'avais attrapé par la taille, soulevé, tandis que Holmes et Pycroft dénouaient les bandes élastiques qui avaient presque disparu entre les plis blanchâtres de la peau. Puis nous le transportâmes dans l'autre pièce. Il resta là étendu, sa figure avait le teint plombé de l'ardoise. À chaque souffle, ses lèvres rouges se gonflaient et se dégonflaient. Une véritable ruine à côté de ce qu'il était quelques minutes plus tôt. Qu'est-ce que vous en pensez, Watson? Je me penchai pour procéder à un bref examen. Le pouls était faible et irrégulier, mais sa respiration se faisait moins saccadée et ses paupières frémissaient assez pour laisser voir un peu du blanc de l'œil. Il était -5, mais à présent il vivra. Tenez, ouvrez la fenêtre s'il vous plaît et apportez-moi la carafe d'eau. Je lui déboutonnai le col, j'aspergeai sa figure et je fis exécuter à ses bras tous les mouvements classiques destinés à ranimer les asphyxiés jusqu'à ce qu'il ait mis un souffle long et normal. C'est plus qu'une question de temps, dis-je en me détournant de lui. Holmes se tenait près de la table, les deux mains enfoncées dans les poches de son pantalon et le menton baissé contre la poitrine. Je suppose que nous devrions maintenant appeler la police, dit-il. Pourtant, j'avoue que je préférerais remettre aux policiers une affaire complètement élucidée. Tout ça, cette énigme et compagnie... s'écria Pycroft en se grattant la tête. Pourquoi voulait-il me faire monter et me garder ici? Et puis... dit Holmes avec impatience. Tout est devenu assez clair, sauf ce dernier geste subi. Vous comprenez donc le reste? Le reste est l'évidence même. Qu'est-ce que vous en dites, Watson? Je haussai les épaules. Moi, je n'y comprends rien. Oh, voyons. Si vous considérez les premiers éléments, ils ne mènent qu'à une seule conclusion. Quelle est votre théorie, alors? Toute l'affaire repose sur 2 points. Le premier, c'est la déclaration qu'on fait écrire à Pycroft et par laquelle celui-ci entre au service de cette absurde société. Vous ne voyez pas son importance? Je crains que non. Allons. Pourquoi en avait-il besoin? Pas pour la bonne règle, car ces sortes d'arrangements sont habituellement verbaux. En quel honneur y aurait-il eu une exception? Ne voyez-vous pas, mon jeune ami, qu'ils étaient très désireux d'obtenir un spécimen de votre écriture, et que c'était pour eux le seul moyen de l'avoir? Mais pourquoi? D'accord, pourquoi? Quand nous aurons répondu à ce pourquoi, nous aurons progressé vers la solution de notre petit problème. Quelqu'un voulait apprendre à imiter votre écriture, et il lui fallait auparavant s'en procurer un exemplaire. Et maintenant, si nous passons au 2e point, nous découvrons que chacun éclaire l'autre. Le 2e point est celui-ci. Pinner vous demande de ne pas démissionner de votre emploi. Pinner veut laisser croire au directeur de Mawson qu'un monsieur Hall Pycroft, qu'il n'a jamais vu, prendra son service lundi matin. Mon Dieu, s'exclama notre client. Quelle linotte j'ai été. À présent, mesurez-vous l'importance de votre déclaration manuscrite? Supposez que quelqu'un prenne votre place, et que ce quelqu'un ait une écriture très différente de celle par laquelle vous avez posé votre candidature. La supercherie aurait été éventée. Mais entre-temps, le coquin a appris à vous imiter. Sa situation était donc bien assurée, car je présume que personne dans les bureaux ne vous avait jamais vu. Personne. Gémit Pycroft. Parfait. Naturellement, il était du plus haut intérêt de vous empêcher de trop réfléchir là-dessus, comme de vous éviter tout contact vous permettant d'apprendre que vous aviez un double qui travaillait chez Mawson. Voilà pourquoi ils vous ont donné une jolie avance sur vos appointements et expédié dans les Midlands, où ils vous accablèrent de travail pour que vous ne puissiez pas vous rendre à Londres et compromettre leur petite combinaison. Tout cela est assez simple. Mais pourquoi cet homme ferait-il semblant d'être son propre frère? Mais c'est également fort clair. Dans ce complot, ils sont évidemment 2. L'un est en train de se faire passer pour vous au bureau. Celui-ci a joué le rôle de vous engager, et puis il a trouvé qu'il ne pourrait pas vous dénicher un patron sans mettre une 3e personne dans le secret. Ce à quoi il ne tenait pas du tout. Il a donc modifié son aspect extérieur du mieux qu'il a pu, et il a attribué cette ressemblance que vous deviez évidemment remarquer à un air de famille. Mais par chance, il y a eu le plombage en or. Sinon, vous n'auriez sans doute rien soupçonné. Hall Pycroft dressa en l'air ses mains jointes. Seigneur, s'écria-t-il. Mais pendant que je jouais l'imbécile ici, que fabriquait l'autre Hall Pycroft chez Mawson? Que devons-nous faire, monsieur Holmes? Dites-moi, quoi faire? Il faut télégraphier chez Mawson. Le samedi, il ferme à midi. N'importe, il peut y avoir un concierge ou un gardien. Ah oui, ils emploient un gardien en permanence à cause des valeurs qu'ils détiennent dans leur coffre. Je me rappelle en avoir entendu parler dans la City. Très bien.
Nous allons télégraphier au gardien pour savoir si tout se passe bien et si un employé à votre nom travaille dans l'établissement. C'est assez clair. Par contre, ce qu'il est moins, c'est pourquoi l'un des coquins, du seul fait qu'il nous voit, quitte cette pièce et va aussitôt se pendre à côté. Le journal. Grinça une voix derrière nous. Le coquin en question, tout blanc, s'était mis sur son séant. On aurait dit un spectre. La raison commençait à réapparaître dans ses yeux. Il frictionnait nerveusement le large sillon rouge creusé autour de son cou. « Le journal, bien sûr !» s'écria Holmes au paroxysme de l'excitation. « Ah, idiot que je suis ! J'étais tellement axé sur notre visite que pas un instant je n'ai pensé au journal. Naturellement, c'est dans le journal que nous trouverons la clé de l'énigme. » Il l'étala sur la table et un cri de triomphe s'échappa de ses lèvres. « Regardez, Watson, c'est un journal de Londres, l'une des premières éditions de l'Evening Standard. Voici ce qui nous manquait. Regardez les titres. Un crime dans la City. On assassine chez Mawson et Williams. Un gigantesque coup monté. Capture du criminel. Allez, Watson, nous sommes tous également anxieux de savoir, alors s'il vous plaît, lisez l'article à haute voix. » D'après son emplacement dans le journal, il s'agissait de l'affaire la plus importante de la capitale. Une formidable tentative de brigandage qui se solde par la mort d'un homme et la capture du criminel a eu lieu cet après-midi dans la City. Depuis quelque temps, Mawson et Williams, les agents de change bien connus, assumaient la garde de valeur dont le total dépassait 1 million de livres sterling. Le directeur était si conscient de la responsabilité qui lui incombait en raison des grands intérêts en jeu que des coffres-forts du dernier modèle avaient été mis en service et qu'un surveillant armé montait la garde nuit et jour dans le bâtiment. Il est établi que la semaine dernière, un nouvel employé du nom de Hall Pycroft fut engagé par la société. Ce Pycroft, en définitive, n'était autre que Bellington, le célèbre faussaire et cambrioleur qui, en compagnie de son frère, venait de purger un emprisonnement de 5 ans. Par les moyens qui n'ont pas encore été précisés, il parvint à obtenir, sous un faux nom, une situation dans l'établissement. Il l'utilisa à prendre les empreintes de diverses serrures et à connaître l'emplacement de la chambre forte et des coffres. Chez Mawson, les employés quittent leur travail le samedi à midi. Le sergent Tusson de la police de la City fut donc plutôt surpris de voir quelqu'un muni d'un sac de voyage descendre les marches à 1h20. Ses soupçons s'éveillèrent, le sergent suivit son homme. Avec l'aide de l'agent Pollock, il réussit, en dépit d'une résistance désespérée, à l'arrêter. Immédiatement, il apparut qu'un vol audacieux et considérable avait été commis. Près de 100 000 livres de bons des chemins de fer américains, plus une grosse quantité d'autres titres, furent inventoriés dans le sac. L'examen des lieux amena à la découverte du corps du malheureux gardien, plié en deux et enfoncé dans le plus grand des coffres, où il n'aurait pas été trouvé avant lundi si le sergent Tusson n'avait pas manifesté autant de zèle que de courage. Le crâne de la victime avait été fracassé par un coup de tisonnier asséné par derrière. Sans aucun doute, Bellington avait pu entrer en simulant d'avoir oublié quelque chose. Il avait tué le gardien, dévalisé le gros coffre, mis le cadavre à la place des valeurs, et il se disposait à partir avec son butin. Son frère, qui est habituellement son associé, n'apparaît pourtant pas dans cette affaire, du moins d'après ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Mais la police enquête afin de savoir où il se tient actuellement. Eh bien, nous pouvons épargner à la police quelques difficultés de ce côté-là, fit Holmes en lorgnant vers le corps recroquevillé près de la fenêtre. La nature humaine est un étrange composé, Watson. Voyez comme un bandit doublé d'un assassin peut susciter assez d'affection pour que son frère tente de se suicider quand il apprend que la corde l'attend. Mais nous n'avons pas le choix. Le docteur et moi monterons la garde, Monsieur Pycroft, pendant que vous pousserez la complaisance jusqu'à aller prévenir la police.